Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte à Bruxelles, bienvenue dans la bulle européenne. Je m'appelle Lucille Bréau et je suis responsable éditoriale de notre bureau ici dans la capitale de l'Union et je vous accueille surtout pour ce live ce matin, ce live consacré au règlement sur les médicaments critiques. Ce règlement, vous le savez certainement, il a été présenté mardi officiellement par la Commission européenne depuis Strasbourg. Par qui précisément? Évidemment par le commissaire à la santé, le Hongrois Oliver Várhelyi. Notre obsession, notre regard, comme à chaque fois, vous proposer l'information la plus utile possible. Alors on est ensemble pour 30 minutes d'échange, 30 minutes très interactive. C'est évidemment ce format toujours le vôtre, je le répète à chaque fois, mais 30 minutes pour répondre a priori à plusieurs questions. Comment ce texte a-t-il vu le jour? Le Made in Europe en Europe, donc en matière de médicaments, est-il possible? Ces questions, mais bien sûr, évidemment, comme toujours aussi, les vôtres. Alors allez-y, je les attends en direct dans le chat. Avec moi aujourd'hui pour se projeter complètement dans ce sujet et un peu plus sur la suite, une journaliste de contexte, la plus à même de vous éclairer, Agnès Faure. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Agnès, tu es journaliste pour l'édition Santé de contexte à Bruxelles. Tu as suivi évidemment la genèse de ce règlement sur les médicaments critiques. Tu as aussi décroché en avant-première pour nos lecteurs la version finale de ce texte juste avant qu'il ne soit présenté officiellement. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Agnès ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter comment le règlement sur les médicaments critiques a évolué jusqu'à sa présentation mardi. Donc, on va notamment parler relocalisation, préférences européennes, achats conjoints, financement. Merci beaucoup Agnès et je vois que vos questions commencent déjà à arriver dans le chat. Je vous remercie de les poser. Yanis qui modère nos échanges nous les transmet évidemment au fil de l'eau et on essaiera d'y répondre au mieux. On commence par le commencement pour ainsi dire. On attaque avec la genèse de ce texte avec toi Agnès. Alors la première mention du règlement sur les médicaments critiques, cette première mention elle remonte en fait à une note informelle initiée par la Belgique en lien avec la révision de la législation pharmaceutique. Quel était l'objectif de cette note? Où est-ce qu'on se situe aussi dans le temps peut-être au départ, Agnès? Oui, effectivement, la première fois que le texte est mentionné, donc c'est la Belgique qui rédige une note informelle en mai 2023. On est alors 2 semaines après la présentation de la révision de la législation pharmaceutique. C'est juste avant un conseil informel des ministres de la Santé à Stockholm. Et donc la Belgique, en plus, préparait sa présidence du Conseil de l'Union qui est en janvier 2024, à partir de janvier. Et en fait, bon, ils le disent dans des termes un peu plus diplomatiques que moi. L'idée, c'est de dire que le paquet pharma, donc, qui vient d'être présenté, ne va pas assez loin sur la prévention des pénuries, et donc il propose des mesures à court, moyen et long terme, et faire un règlement sur un médicament critique, c'est la mesure de long terme qu'il propose. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'ils réussissent, les Belges, à embarquer pas mal d'États membres, en fait, grâce à cette note informelle avec eux. C'est ça, c'est quasi la totalité. C'était 18, puis 22, enfin quasiment la plupart. Et ensuite, ça a terminé dans des conclusions du Conseil européen. Et là, donc, ça a aussi donné un mandat officiellement à la Commission de commencer à travailler sur le sujet. Pour commencer justement par le commencement, Agnès, de quoi on parle très concrètement quand on parle de médicaments critiques en Europe? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière ce vocable? Oui, alors derrière le terme de médicament critique, alors la définition d'un point de vue juridique, elle est en cours dans le cadre du paquet pharmaceutique, justement. Globalement, l'idée, c'est que ce sont des médicaments pour lesquels une rupture d'approvisionnement aurait un préjudice grave pour la santé des patients. Donc en fait, on se place sur une approche thérapeutique. En France, ce serait globalement l'équivalent des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et donc voilà. Et là, ça permet de distinguer donc les médicaments critiques d'un point de vue thérapeutique, des médicaments qu'on va considérer comme vulnérables au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Et là, qui est aussi un nouveau concept qui a été introduit dans le règlement, c'est les médicaments d'intérêt commun.
qui comprennent pas tout le reste, mais presque. On comprend en t'entendant, on a un enjeu effectivement à sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, quand on a préparé ce live, tu me parlais beaucoup des pays tiers dont l'Europe reste assez dépendante? Oui, effectivement, ça c'est un constat qui est connu et documenté depuis un certain nombre d'années, qui a surtout donc été révélé, vraiment mis en évidence au moment de la pandémie de Covid, où on voyait que l'Europe avait notamment donc une dépendance vis-à-vis notamment de l'Asie, donc de la Chine et de l'Inde pour ce qui était de la production de principes actifs notamment. Et donc en fait l'idée c'est c'est de trouver une solution pour que quand il y a des éléments externes, comme par exemple une fermeture de frontières, un problème quelconque au niveau industriel, de ne pas se retrouver à court de ces médicaments, d'avoir une autre solution. Merci beaucoup Agnès. On arrive donc, si je reprends la chronologie, on arrive en fait en fin de mandat de la Commission. Les élections européennes approchent. Les Belges, on l'a compris, ont fait de ce règlement une des priorités de leur présidence tournante. Il faut quand même attendre l'entrée en fonction de la nouvelle Commission pour entrer dans le dur, Agnès, mais en même temps, il ne se passe pas rien non plus pendant cette séquence, cette phase de campagne. Effectivement, il se passe pas rien non plus. Donc, alors pendant la campagne, la santé n'était pas vraiment un sujet qui est mobilisateur d'un point de vue électoral, mais le travail continue à se faire quand même progressivement. Donc, comme je disais, les conclusions du Conseil européen en juin 2023, qui reprenait la note informelle de la Belgique, ont donné donc mandat à la Commission de travailler sur ce sujet. Et aussi en octobre 2023, la Commission donc a publié une communication qui reprenait les éléments plutôt sur le court et moyen terme de la note belge, et dedans aussi elle crée l'Alliance sur les médicaments critiques, donc qui regroupe tout ce que le secteur comprend, d'industriels, d'associations de patients. Il y a aussi des États membres qui sont là. Enfin, tout le beau monde de la bulle de santé, on va dire. Et leur travail est de proposer des recommandations sur le règlement sur les médicaments critiques pour le prochain mandat. Merci beaucoup Agnès, c'est très clair. Alors les élections européennes passent, on a une nouvelle commission qui se met en place. Ursula von der Leyen reste évidemment à la tête du collège, et arrive l'automne, les auditions des nouveaux commissaires qu'on a beaucoup couvertes évidemment chez Contexte. Le Hongrois Oliver Várhelyi est proposé désigné à la santé. Est-ce qu'il en parle de ce règlement? Est-ce qu'il s'en saisit à ce moment un peu crucial des auditions au Parlement européen? Toi d'ailleurs, tu l'as couverte son audition. Oui, un peu qu'il en parle, effectivement. Donc, non seulement il a déjà sa vision de ce qu'il doit y avoir dedans, il parle déjà, enfin si on reprend le verbatim de son audition, il parle déjà d'introduire dedans, enfin la notion d'achat conjoint, qui pour lui représente presque la solution miracle. Il suggère déjà un petit peu donc d'élargir un petit peu le champ d'application du règlement, donc notamment avec là même des antimicrobiens, des choses comme ça. Bon, des choses qui se retrouvent aujourd'hui dans la proposition finale, mais surtout ce qu'on retient de son audition, c'est qu'il annonce en fait que le règlement sera présenté dans les 100 premiers jours du mandat de la nouvelle commission. Et ça, c'était pas prévu. Voilà, en interne, il a lancé ça. Il jouait aussi un petit peu sa survie politique. Il y avait l'enjeu qu'il ait un texte marqueur, parce que quand il est arrivé, il n'était pas vraiment en odeur de sainteté au Parlement. Ouais, c'est un peu le seul qui a failli se faire retoquer, à qui on a demandé des questions complémentaires, qui a eu cette phase un peu de bon. Il faut montrer que. Alors il y en a eu d'autres aussi, et son sort a été lié aussi à celui des vice-présidents exécutifs, et donc c'était un petit peu une scène où tout le monde se tient en joue. Enfin,
entre les partis, entre les groupes politiques européens. Donc voilà, son sort était un petit peu lié là-dessus. Et donc voilà, il lui fallait aussi un élément marquant pour, enfin des gages un petit peu pour le secteur de la santé. Et donc, il met ce coup d'accélérateur, il joue un petit peu un coup de poker et finalement, bon, ce texte, il est présenté, il me semble, au 101e jour du mandat. Donc, il a quand même réussi à le présenter un petit peu dans le cadre qui s'était fixé. On va continuer à se pencher plus profondément sur ce texte qui est donc désormais sur la table et à répondre plus directement à vos questions. Donc, ce texte présenté, adopté par le Collège mardi à Strasbourg, la Commission, on l'a dit, s'est inspirée notamment des recommandations de l'Alliance pour les médicaments critiques, mais pour autant, c'est pas une reprise intégrale, Agnès, de ces recommandations. Qu'est-ce qui a été repris peut-être dans un premier temps pour qu'on ait une vision claire de ce qu'il contient? Alors effectivement, le texte final n'est pas une reprise intégrale. L'Alliance a officiellement publié ses recommandations le 28 février. Donc c'était comme un laps de temps assez court pour s'en imprégner, même si évidemment c'était les idées étaient dans l'air quand même dans le débat public depuis un certain temps. Ce qui a été le plus développé parmi ces recommandations qui ont été reprises là, c'est le fait les passations de marché public et le fait d'intégrer des critères autres que le prix le plus bas. Ça a été pas mal repris. Et aussi, voilà, ce qui était dans les recommandations, c'était la question des achats collaboratifs. Même si ça, donc, comme je le disais, il y a aussi une petite patte Oliver Varey dans le texte. Ok. On va peut-être essayer de répondre à la question de Raphaël qui nous interrogeait. Raphaël nous remercier pour cette webconférence et on est heureux d'être avec vous ce matin. Nous apprenons ce matin que les laboratoires Sanofi s'apprêtent à vendre leur site de production d'Amilly où sont produits entre autres l'aspégique et le cardégique. La question de Raphaël, outre le sujet de la renationalisation de la production des principes actifs médicamenteux du secteur pharmaceutique, est-ce que ce règlement, Agnès, prévoit des mesures un peu plus protectionnistes contre la cession des sites de production? Est-ce que c'est dans le texte aujourd'hui? Non, à l'heure actuelle, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, et c'est aussi justement quelque chose qui n'a pas vraiment été repris des recommandations de l'Alliance, parce que l'Alliance avait aussi développé, il y avait voilà, une partie de recommandations qui était aussi sur assurer une concurrence équitable, level playing field comme on dit en bon bruxellois, des conditions de concurrence équitables avec le reste du monde. Et voilà. Et ça, pour le coup, ça n'a pas fait son chemin là dans le texte. Pas encore. Et peut-être que on va pouvoir enchaîner sur ce point avec la question de Ilham, pardon si je prononce mal le prénom, qui nous parle évidemment que de ces délocalisations en Inde et en Chine qui ont été encouragées par l'absence de réglementation, entre autres sur le traitement des déchets et rejets dans ces pays. C'était peut-être plus simple de partir en Inde ou en Chine pour produire des médicaments. Est-ce que, nous demande Ilan, l'Europe est prête à relocaliser, à assumer ces contraintes coûts en lien avec ces problématiques? Alors, c'est pas forcément une problématique que tu suis très finement chez Santé, si je ne m'abuse. Il y a aussi nos confrères de Contexte Environnement qui suivent ces problématiques-là. Est-ce que on peut apporter une réponse à Ilham quand même sur ce point? Est-ce que l'Europe est prête à mettre les moyens et à assumer les contraintes que ça implique aujourd'hui par le biais de ce règlement? Oui, alors, est-ce qu'ils sont prêts? Ça reste à voir comment les négociations vont se passer. Mais effectivement, en fait, quand on reprend le constat de base de pourquoi il y a eu toute cette délocalisation, c'est effectivement parce que la réglementation en dehors de l'Union, donc y compris sur les critères sociaux, environnementaux, était aussi plus avantageuse. Donc c'était aussi plus compétitif de produire hors d'Europe. Et donc là, l'idée pour ramener la production en Europe, forcément ça c'est des sujets qui sont apparus dans les discussions au sein de l'Alliance, et qui est repris aussi un petit peu justement dans le règlement, dans le sens où, comment expliquer, pour ce qui est
des passations de marchés publics. Par exemple, il peut y avoir on peut ajouter des critères, enfin voilà, le respect de certains critères environnementaux et sociaux. À voir comment ça va être amendé, mais bon, il y a cette idée-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question. Oui, je pense qu'on a donné des éléments à Ilham. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les négociations au Parlement, au Conseil, sur le calendrier, ce qui nous semble réaliste, etc. On va évidemment adresser ces questions un peu plus tard dans ce live. Juste pour être tout à fait complet sur ce règlement qui a été présenté mardi. On a évoqué ce qu'il contient, ce qu'il a repris des recommandations de l'Alliance sur les médicaments critiques. D'ailleurs, à ce sujet, pour aller un petit peu plus loin, et Yanis qui modère notre échange vous partagera le lien dans le chat. Je vous conseille ce papier, comment l'Alliance pour les médicaments critiques compte financer le renforcement des capacités européennes de production. Papier signé Agnès Faure sur la base d'un document qu'Agnès avait réussi à décrocher un mois avant sa publication officielle. Ça vous donnera un peu plus d'éléments pour aller plus loin sur ce sujet. Au final, pour faire un peu la suite logique, Agnès, qu'est-ce qui n'est pas dans la version qu'on a découverte mardi et pourquoi, d'après les éléments d'analyse que tu as pu rassembler, pourquoi certains éléments n'y figurent pas? C'est une vaste question. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été repris? Alors, par exemple, ce qui était évoqué donc dans les recommandations de l'Alliance, c'était surtout le recours aux aides d'État, comment revoir le cadre en fait, parce que recourir aux aides d'État c'est une chose, mais peut-être revoir le cadre, l'assouplir. Là clairement, il n'y a pas le même niveau d'ambition dans le texte que ce que demandait l'Alliance, qui demandait même une législation spécifique. Voilà. Et en fait, enfin, le règlement, il renvoie à des lignes directrices de la DG Concurrence. Donc c'est un document informel de la Direction générale de la concurrence de la Commission. Donc c'est pas législatif. Voilà, ça fait partie des choses qui ont peut-être pu crisper au sein de la Commission. Voilà, enfin j'en dis pas plus pour le moment, mais voilà, ça peut faire partie des sujets un petit peu touchy, donc ça peut expliquer pourquoi ça n'est pas là. Voilà, après plus généralement effectivement la question des financements. Et juger, enfin des premières réactions qu'on a quand même assez déceptives, avec pas mal d'interrogations sur le financement à long terme. Ouais, c'était la question que j'allais te poser justement. Cet axe qu'on va beaucoup observer, que tu vas beaucoup observer chez Contexte Santé, c'est cette question du financement. Et là, pour le coup, la question, elle préoccupe les États membres, elle préoccupe les élus, elle préoccupe les parties prenantes. Il y a une volonté générale d'essayer d'y voir plus clair, si je ne m'abuse. Alors, les financements, je peux vraiment partir très loin, mais alors, pour essayer d'aller à l'essentiel, en fait, donc, déjà pour rappeler, au niveau des financements, ce qu'il y a dans le règlement, est globalement de dire, voilà, les projets stratégiques, en gros, les projets de relocalisation, voilà, vont être financés, donc soit par des aides d'État, effectivement. Et au niveau européen, en fait, la proposition ne mentionne que le cadre financier pluriannuel. Et STEP d'une certaine mesure, mais bon. Et en fait, le cadre financier pluriannuel actuel, donc qui se termine en 2027. En sachant que là, on pourra reparler du calendrier, mais le temps que les co-législateurs terminent leurs négociations, il y aura peut-être plus grand-chose à aller chercher. Déjà que les budgets santé ont été un petit peu rabotés ces derniers mois, donc il y a un petit peu une inquiétude. Voilà, comment on finance ces projets stratégiques qui sont un peu au cœur du règlement, comment on assure son financement à long terme. Et on rappelle peut-être pour le prochain cadre financier pluriannuel que la Commission prévoit a priori de présenter sa première proposition aux alentours de l'été, aux alentours de juillet. Donc on a encore quelques mois devant nous. Peut-être qu'on peut un petit peu parler de
de la tectonique des plaques, évidemment, hein, qui, vous vous en doutez, a beaucoup fait bouger aussi le chemin de ce règlement et continue à le faire. Tectonique des plaques géopolitiques, bien sûr, avec le retour de Donald Trump, entre autres, à la Maison-Blanche il y a quelques semaines. Comment est-ce que ça a influé sur la vie de ce règlement? Tu as écrit aussi un grand papier de décryptage à ce sujet, Agnès. Oui, effectivement, le contexte géopolitique a joué un certain rôle dans le règlement. D'ailleurs, même la commission l'écrit dans le texte. Mais globalement, comment ça a pu impacter le règlement aussi? Alors, niveau timing, ça a peut-être fait quand même les affaires d'Oliver Varelli, puisque, donc, comme je disais, en fait, au début, il était tout seul à vouloir le règlement sur un médicament critique en 100 jours. Pendant très longtemps, personne le suivait à la commission. Donc, du coup, pendant très longtemps, donc il a fait son annonce en novembre. Et ça n'a pas été repris, même dans les projets d'agenda qu'on voyait, ou même la première version du programme annuel de la commission. Le texte donc n'était pas mentionné pour les 100 jours, et même donc voilà, pour le premier Work Programme 2025 de la commission qu'on avait partagé chez Contexte, le règlement était mentionné en 2025 sous réserve de confirmation. On était vraiment mal barré, et c'était vraiment à la mi-janvier que le texte, du coup, enfin voilà, il y a eu un petit regain à ce sujet-là. Oui, d'optimisme ou d'urgence, voilà, ça dépend où on se place. Et voilà. Et puis même après, donc sur le plan, voilà, géopolitique, donc en dehors du timing, ça a aussi donc remobilisé les parties prenantes, surtout les États membres, qui se rendent compte que voilà, avoir des alliés, c'est bien, ne pas être dépendant, c'est mieux, et donc qui ont aussi remis un petit peu une couche sur l'importance d'avoir une partie de la production quand même en Europe, et de pas forcément se concentrer que sur les partenariats internationaux, sur la diversification des chaînes d'approvisionnement, même dans des pays alliés. Alors, on va essayer de vous parler de la suite maintenant de ce qu'on peut en dire. En tout cas, question d'Isabelle qui nous mentionne l'annexe du règlement qui parie, donc on vient de l'évoquer, hein, sur une adoption au 4e trimestre 2025. Isabelle te demande, est-ce que ce calendrier est réaliste en dehors de porter un jugement, hein, ce qui n'est pas notre rôle, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est soutenable? Là, on rentre dans un champ où ce qui se dessine, c'est la procédure législative classique, avec cet horizon, effectivement, de la fin d'année 2025. Alors, ça me paraît un petit peu ambitieux, dans le sens où, alors, au Parlement européen, ils peuvent avancer relativement vite, parce que là, la commission santé, qui a priori devrait être quand même celle qui négocierait le texte, là ils n'ont pas d'autres dossiers législatifs sur le feu, donc ils peuvent s'y concentrer, ils peuvent passer leur temps dessus, ça c'est ok. En revanche, au niveau du Conseil, le Conseil et donc les États membres, là, dans les groupes de travail préparatoires, ils sont encore en train de négocier leur position sur le règlement sur le paquet pharmaceutique, justement, et c'est pas une mince affaire. Là, pour donner donc une idée du calendrier, la présidence polonaise actuelle a décidé a pour objectif, voilà, de parvenir à une orientation générale, à un accord au niveau du Conseil sur leur position d'ici la fin juin, d'ici leur présidence. Donc une fois que eux ils ont ça, ensuite ils pourront donc négocier avec le Parlement en trilogue, mais ce sera peut-être aussi à ce moment-là qu'ils pourront se saisir du texte, parce que mener les négociations de front, peut-être que ça peut faire les affaires de certains. Il y en a qui pourraient y être ouverts. Ça dépend, pareil, ça dépend quel point de vue on se place. Mais il y a un enjeu d'agenda, de calendrier, même de ressources humaines, parce que voilà, il y a. Oui. C'est les mêmes personnes. On répond un peu à la question d'Anna Maria, hein, qui nous demande quand est-ce que les discussions au sein des groupes de travail du Conseil pourront débuter, et quel serait le calendrier prévu. Alors, je remonte en même temps pour
pour ne pas perdre vos questions. Le calendrier prévu pour les négociations, pour les trilogues interinstitutionnels compte tenu de l'urgence du dossier. Voilà, je pense qu'on a répondu à Anna-Maria. Je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus à l'heure actuelle. Je peux juste préciser là, Mm. pour le conseil là, sur le règlement sur les médicaments critiques, c'est pas impossible quand même qu'il y ait une ou deux réunions du groupe de travail qui soient consacrées. Mais là, l'idée, ce serait vraiment sous présidence polonaise, pardon. Mais là, l'idée, ce serait vraiment de faire, voilà, une présentation un petit peu générale, peut-être récolter des premiers avis, des premières positions, mais voilà, ça n'ira probablement pas plus loin et ça va aussi donc beaucoup dépendre de l'avancée des discussions sur le paquet pharma en parallèle. Alors, je reprends une question de Ilham qui nous interroge à nouveau pour avoir peut-être un élément de précision sur ce règlement. Est-ce qu'il se limite à la question de la production des médicaments critiques ou est-ce qu'il intègre également la production des principes actifs en Europe? Est-ce qu'on est en capacité de détailler un petit peu plus pour Ilham? Oui, tout à fait. Parce que donc pour ce qui concerne le volet production en Europe, justement, donc le cœur de la proposition de la Commission, c'est les projets stratégiques. Et alors, les projets stratégiques, donc c'est eux qui pourront bénéficier soit des aides d'État, soit au niveau financier, donc aide d'État, budget pluriannuel européen et de facilités réglementaires, administratives et tout ce qu'on veut. Mais en fait, le périmètre de ces projets stratégiques est assez large au final parce que, en fait, techniquement, c'est des projets stratégiques. C'est ce qui concerne donc la création, l'augmentation, l'extension des capacités de production, la modernisation d'une usine de production, d'un médicament critique, d'un principe actif de ce médicament critique, même d'un composé de ce principe actif, ou même d'une technologie de production enfin, qui permet de produire ce médicament, ce principe actif. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même assez large. Assez large. Avant de prendre la question de Solène sur les associations de patients, je voudrais qu'on revienne avec toi, Agnès, sur les liens qu'il y a finalement entre ce règlement sur les médicaments critiques et le paquet pharmaceutique. Au final, on l'a dit, il y a beaucoup de choses quand même qui sont connexes, beaucoup de choses liées. Quel lien on peut faire? Est-ce qu'il y a des risques de frottement qu'on identifie déjà dans la procédure législative classique qui suit son cours? Oui, en fait, donc il y a des liens, ça c'est très clair. Et comme on disait au début, l'idée même du règlement sur les médicaments critiques, c'était de compléter le paquet pharmaceutique, parce que dans la révision de la législation pharmaceutique, il y a déjà un volet qui est consacré aux pénuries, par exemple, mais pour schématiser, on va dire, c'est plus des obligations réglementaires. C'est des obligations qu'est-ce que les industriels doivent avoir en place pour demander une autorisation de mise sur le marché, pour des choses comme ça. Et puis ça concerne tous les médicaments. Là, on est plus en fait sur un volet industriel, donc sur faciliter la production vraiment en Europe. Et alors en fait, donc normalement ça devait se concentrer uniquement sur les médicaments critiques, comme on l'a dit, mais justement ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est un petit peu l'élargissement de ce champ d'application avec donc les notions de médicaments d'intérêt commun, et qui ouvre un petit peu la porte donc aux médicaments pour les maladies rares, notamment pour les nouveaux antimicrobiens, choses comme ça. Et donc là, il peut-être y avoir des frottements, parce que c'est toujours une question de donner des incitations. Peut-être qu'il peut y avoir des frottements. Et donc après, certains peuvent jouer ou pas, avoir un effet de vase communicant au moment des négociations, lâcher du lest sur un dossier au profit de l'autre. Là, c'est eux qui voient. Un peu classique. Alors, question de Solène, peut-être
qui nous interrogeait il y a une dizaine de minutes sur les associations de patients qui, elles aussi, sont assez préoccupées sur la manière dont ces initiatives seront financées. Les coûts pour 2026-2027 seront couverts par des redéploiements d'enveloppes financières existantes du cadre financier pluriannuel actuel, on l'a dit, y compris le programme EU for Health et Horizon Europe. Est-ce qu'on a des infos sur EU for Health 2025 qui n'a toujours pas été publié, ce qui peut poser des questions à ces associations de patients? Est-ce qu'on a une idée de ce programme de travail, de l'horizon dans lequel il pourrait être dévoilé? La réponse est non. La Tout réponse est qu'on attend simplement. nous aussi. Oui, voilà. Là, Voilà, j'ai pas on attend plus nous aussi. d'infos sur le sujet. Mais on va se renseigner de Quand fait on en sur. aura. Oui, oui, c'est quelque chose que j'ai en tête. Et voilà, quand on aura un peu plus d'informations, qu'on sera en mesure de partager quelque chose publiquement, enfin, ce sera dans le briefing santé. De santé, de contexte santé. Juste une dernière question pour toi, Agnès, pardon, sur les prochaines étapes législatives. Est-ce qu'on identifie déjà des freins éventuels au niveau du Parlement européen dans les positions que peuvent prendre les groupes en ce moment sur ce sujet? Oui, Qui peut faire alors, l'objet de ouais. peut-être. Alors bon là comme tout le monde au Parlement, ils sont quand même encore en train de décortiquer le texte, d'analyser pour voilà. Par contre, donc il y a eu un débat en plénière au moment de la présentation du texte. Ça permet de voir un petit peu les axes de convergence ou de divergence. Ce qu'on voit, donc c'est que a priori, donc la question des achats conjoints, ça n'a pas l'air de hérisser un groupe en particulier. En tout cas, voilà, pour l'instant, à ce stade, personne n'a vraiment pris position contre, donc ça devrait aller. La question de l'harmonisation des politiques de stockage, ça a été évoqué, alors surtout par le PPE, pour dire que ça manquait. Et alors Tomislav Sokol, qui est le coordinateur santé du PPE, qui a priori, enfin, a dit en plénière qu'ils essayeraient de réintroduire un petit peu plus de choses dans le texte sur ce volet-là. Là où ça peut encore coincer, enfin, le diable sera dans les détails, mais donc il y a aussi la question des financements. Et là, c'est aussi un peu la même chose au niveau du conseil, voilà, enfin vraiment sur les financements, parce que certains sont ouverts à l'idée de prendre de reprendre peut-être les financements qui sont allés vers la défense, enfin d'utiliser les financements européens de défense pour, enfin voilà, en considérant les médicaments critiques, c'est un sujet crucial, enfin qu'il faut élargir la vision qu'on a de la sécurité pour inclure la santé. D'autres n'y sont pas ouverts. Voilà, on retrouve aussi la même chose au niveau du Conseil, parce qu'il y a eu 11 États membres qui ont plaidé pour ça dans une tribune dans Euronews, pour utiliser donc justement les financements européens de défense pour financer le règlement. Mais il y en a que 11, donc ça veut dire que tous les autres, a priori, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Il en reste un paquet. Donc ouais. Puis dès qu'on parle financement, de toute façon, au niveau des États, ça va. Les priorités sont nombreuses et on te remercie Agnès pour ces précisions. Pour aller plus loin sur ce règlement sur les médicaments critiques, je vous recommande évidemment 2 articles signés Agnès Faure pour Contexte Santé, comment le contexte international a pesé sur la préparation du règlement sur les médicaments critiques. Et puis c'est l'analyse d'Agnès au règlement sur les médicaments critiques condensé qu'on vous partage également dans le chat. Il est déjà 11h30, ça veut dire que c'est la fin de ce live consacré donc à ce règlement. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Agnès pour ses éclairages, à Samuel et Yanis pour la modération de ce live. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format, surtout, ça nous est toujours très utile. Vous allez recevoir un lien pour un questionnaire de satisfaction dans 1 minute. N'hésitez pas à le remplir, c'est extrêmement rapide. Et pour aller encore plus loin, évidemment, je vous invite à vous promener sur contexte.com, à vous plonger dans les briefings de notre édition santé. On se retrouve
très bientôt pour un nouveau live. Merci encore pour votre fidélité.